L'Europe risque-t-elle un hiver sans gaz et sans industrie? Cette question, qui pouvait sembler alarmiste il y a quelques années, est aujourd'hui au cœur des débats, alors que le continent fait face à une crise énergétique sans précédent. Vous avez sûrement vu passer ces chiffres inquiétants. Des stocks de gaz historiquement bas, notamment aux Pays-Bas où les réserves sont tombées à moins de 10%, du jamais vu depuis le début des relevés. En Allemagne ou en France, la situation n'est guère plus rassurante, avec des taux de remplissage autour de 20%. Pourtant, au lieu de revoir sa stratégie, Bruxelles persiste et signe. Plus de gaz russe, coûte que coûte. Même face à l'urgence, même quand le froid s'installe et que les ménages comme les industriels s'inquiètent. Mais la vraie question est ailleurs. Cette volonté d'émancipation ne fait-elle pas courir à l'Europe un risque encore plus grand? Car en misant tout sur le gaz naturel liquéfié, le fameux GNL, principalement venu des États-Unis, et sur des routes d'approvisionnement maritime de plus en plus instables, comme le détroit d'Ormuz, l'Europe n'échange-t-elle pas une dépendance pour une autre, encore plus fragile? La récente flambée des prix du gaz, alimentée par la crise au Moyen-Orient et les attaques sur les infrastructures au Qatar, en est la preuve éclatante. Un incident à des milliers de kilomètres peut faire exploser votre facture ou mettre à genoux une usine. Le confort des foyers, la survie des entreprises, les emplois, la stabilité économique du continent et, finalement, la crédibilité de nos dirigeants, tout est en jeu. Comment l'Europe a-t-elle pu se retrouver dans cette impasse énergétique malgré ses ambitions d'indépendance et de transition verte? Regardons ensemble comment on en est arrivé là et pourquoi la suite s'annonce périlleuse. Comment l'Europe a-t-elle épuisé si vite ses réserves de gaz? C'est la question qui inquiète aujourd'hui, des couloirs de Bruxelles jusqu'aux foyers les plus ordinaires. Pourtant, il y a à peine quelques mois, les dirigeants européens assuraient que tout était sous contrôle. Mais la réalité, elle, se lit dans les chiffres. Au 27 février, le taux moyen de remplissage des stocks de gaz en Europe a chuté sous la barre des 30%. Pour certains pays, comme les Pays-Bas, la situation est encore plus alarmante. Le 13 mars, leurs réserves n'atteignaient plus que 8% de leur capacité, un record historique à la baisse. Comment en est-on arrivé là? Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer cette situation critique. D'abord, l'hiver a été particulièrement rigoureux à travers une grande partie du continent, faisant exploser la demande de chauffage et d'électricité. Contrairement à ce qu'on aurait pu espérer, la consommation de gaz est restée stable, voire élevée, notamment dans les secteurs résidentiels et industriels. Résultat, on a puisé dans les stocks à un rythme bien plus rapide que leur reconstitution. Au début du mois de mars, les experts notaient un prélèvement quotidien de plus d'1 milliard de mètres cubes de gaz pour une injection de seulement 91 millions. Autrement dit, les réserves continuaient à s'épuiser, alors même que la période de reconstitution aurait dû commencer. Face à cette réalité, les discours officiels semblent de plus en plus déconnectés. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a récemment réaffirmé que l'UE ne reviendrait pas sur sa décision d'arrêter tout achat de gaz russe, même en cas de crise majeure. Selon elle, le cap reste fixé, accélérer la sortie des énergies fossiles et basculer vers les renouvelables. Un message martelé par Bruxelles qui se veut rassurant. Officiellement, un taux de remplissage autour de 30% reste dans la moyenne historique, et il n'y aurait donc pas de raison de paniquer. Mais cette position tranche avec les alertes émises par de nombreux analystes et certains États membres. Les chiffres sont là, implacables. Dans plusieurs pays, on n'a jamais vu des seuils aussi bas à cette période de l'année. Et surtout, personne n'ose garantir que la reconstitution des stocks se fera à temps, à un prix abordable, d'ici le prochain hiver. L'équation est simple. Si l'Europe n'arrive pas à remplir ses réserves rapidement, elle s'expose à des pénuries de gaz dans les mois les plus froids. Et pour éviter le pire, il faudra acheter en urgence sur le marché mondial, à des tarifs qui risquent de faire exploser la facture pour les ménages et les entreprises. Un risque bien réel de voir certains secteurs industriels ralentir ou s'arrêter, avec à la clé des pertes économiques et sociales majeures. Aujourd'hui, la question n'est donc plus seulement celle des stocks épuisés, mais aussi du choix politique acté par Bruxelles. Pas de retour en arrière sur le gaz russe, même si la crise s'aggrave. Un pari risqué,
qui mise tout sur la capacité de l'Europe à trouver des alternatives rapidement. Mais d'où viendra désormais le gaz européen? Et cette nouvelle dépendance est-elle vraiment plus sûre? Remplacer le gaz russe par le GNL américain, solution ou piège? À première vue, l'Europe semblait tenir là son salut. En 2023, l'Union européenne a explosé ses importations de gaz naturel liquéfié américain. Plus de 23 milliards de mètres cubes, un record historique, avec la France, l'Allemagne et les Pays-Bas en tête des acheteurs. Cette ruée vers le GNL a permis de compenser la baisse des livraisons russes. Mais à quel prix? Et surtout, à quel risque? Car s'émanciper de la Russie, c'est tomber dans une nouvelle forme de dépendance. Désormais, l'Europe est étroitement liée à l'offre mondiale de GNL, largement dominée par les États-Unis, mais aussi par d'autres pays dont la stabilité reste fragile. Et au lieu du gaz qui arrivait par pipeline, sécurisé et relativement prévisible, nous dépendons aujourd'hui du trafic maritime international, avec des routes critiques comme le détroit d'Ormuz. Ce minuscule passage, qui relie le golfe Persique à l'océan Indien, est un véritable goulot d'étranglement. Environ 30% du commerce mondial de pétrole et plus d'un quart des exportations mondiales de GNL transitent par là. Toute perturbation a des conséquences immédiates. Et c'est exactement ce qui s'est produit fin février début mars. Tensions géopolitiques croissantes autour du détroit, blocus partiel, attaques de drones iraniens sur les sites gaziers du Qatar, un des tout premiers fournisseurs de GNL au monde. Résultat? Les marchés européens ont paniqué. En l'espace de 24 heures, les prix du gaz ont bondi de plus de 50%, atteignant jusqu'à 700 $ pour 1000 mètres cubes à certains moments. En mars, le mégawattheure de gaz se négociait autour de 59 € sur le hub néerlandais, soit une hausse de près de 88% en un mois et 40% de plus que l'an dernier. Ces envolées de prix ne sont pas de simples chiffres en bourse. Elles se répercutent directement sur les factures des ménages, mais aussi sur les coûts de production des entreprises. Pire, toutes les infrastructures d'accueil du GNL ne suivent pas le rythme de cette nouvelle dépendance. Les terminaux méthaniers sont en surchauffe, les capacités portuaires saturées, et certains pays restent beaucoup plus vulnérables que d'autres face à une rupture d'approvisionnement. Et puis, il y a le coût. Le GNL livré par méthanier est nettement plus cher que le gaz acheminé par pipeline russe. L'Europe se retrouve donc à payer le prix fort pour une énergie toujours plus volatile, sans aucune garantie de stabilité. À chaque tension au Moyen-Orient, à chaque frémissement sur les mers, c'est tout le système énergétique européen qui vacille. On pensait acheter la sécurité, on a importé la fragilité. Au final, la stratégie de substitution a surtout déplacé le problème, sans vraiment le résoudre. L'Europe n'a pas gagné en indépendance. Elle a simplement troqué une dépendance contre une autre, tout en devenant plus exposée que jamais aux soubresauts des marchés mondiaux. Mais au-delà des prix, c'est désormais toute l'industrie européenne qui vacille sous le choc énergétique. L'industrie allemande et européenne à l'agonie. Simple accident ou début d'une désindustrialisation? Regardons de près ce que cache la crise énergétique actuelle. En Allemagne, locomotive industrielle de l'Europe, l'impact est déjà spectaculaire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À la fin de 2022, le nombre de faillites d'entreprises allemandes a bondi de près de 80%. Derrière ce chiffre vertigineux, des milliers de PME, mais aussi de grands groupes, pris à la gorge par l'explosion des coûts énergétiques. Pour l'industrie allemande, la facture d'électricité a grimpé de 45% en à peine un an, par rapport à 2021. Un choc brutal pour les secteurs énergivores comme l'automobile, la métallurgie ou la chimie. Concrètement, des géants comme Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz ou BASF n'ont pas eu d'autre choix que de fermer des unités de production ou de délocaliser leur activité ailleurs, là où l'énergie est plus abordable. Les petites et moyennes entreprises, elles, n'ont souvent pas cette option. Acculées, elles déposent le bilan en série. La situation est particulièrement critique dans la métallurgie et l'électrotechnique. Le syndicat patronal Gesamtmetall tirait déjà la sonnette d'alarme début 2024. Jusqu'à 150 000 emplois pourraient disparaître rien qu'en Allemagne cette année dans ces deux secteurs.
Oliver Zander, leur représentant, n'a pas mâché ses mots. Selon lui, le pays est en plein processus de désindustrialisation. Et les perspectives ne s'améliorent pas. La chimie, pilier historique du tissu industriel allemand, subit aussi de plein fouet la hausse des coûts. Dans la région de Rhénanie du Nord-Westphalie, des sites ferment, des postes sont supprimés, minés par le prix de l'énergie et la pression réglementaire sur les émissions de CO2. Ces difficultés ne touchent pas seulement l'Allemagne. L'ensemble du continent est exposé. La flambée des prix du gaz et de l'électricité met en péril la compétitivité de l'industrie européenne face aux États-Unis ou à la Chine, où l'énergie reste bien meilleur marché. Derrière la rhétorique de l'indépendance énergétique, l'Europe s'est en réalité exposée à de nouveaux risques. Dépendance au GNL américain, volatilité des routes maritimes comme le détroit d'Ormuz, où la situation est explosive. Rien qu'au printemps dernier, le trafic maritime y a failli être interrompu, menaçant l'approvisionnement en gaz de tout le continent. Conséquences directes: fermeture d'usines, suppression massive d'emplois, explosion du chômage. Pour les ménages, ça se traduit par des factures d'électricité qui grimpent, un pouvoir d'achat qui fond et une inquiétude grandissante. Pour les industriels, c'est la question même de la survie qui se pose. Face à cette réalité, le débat sur le Green Deal s'enflamme. Faut-il accélérer la transition énergétique coûte que coûte ou adapter le tempo pour éviter l'hémorragie industrielle? Certains États, comme la Hongrie, demandent déjà plus de flexibilité sur la politique énergétique européenne. Les tensions politiques montent. Dans plusieurs pays, la colère sociale s'exprime, les gouvernements sont fragilisés, la réputation des décideurs européens est en jeu. En clair, c'est le leadership industriel européen qui vacille. Si rien ne change, le vieux continent risque non seulement de perdre son tissu industriel, mais aussi de voir le chômage exploser, avec toutes les conséquences sociales et politiques que cela implique. La désindustrialisation n'est plus un spectre lointain, elle est déjà en marche. Face à ce tableau préoccupant, une question s'impose. Quel choix l'Europe prendra-t-elle pour l'hiver prochain et pour son avenir énergétique? Comment sortir de ce piège énergétique sans compromettre ni l'économie ni l'environnement? C'est la question à laquelle l'Europe doit répondre, et le compte à rebours est lancé. Dès cet été, l'Union européenne va devoir remplir ses stocks de gaz à des niveaux historiques, entre 80 et 90%. On parle de volumes colossaux, pour des prix qui n'ont jamais été aussi élevés sur les marchés mondiaux. Cela va représenter un effort financier immense, tant pour les gouvernements que pour les entreprises et, in fine, pour les ménages européens. Mais il n'y a pas vraiment d'alternative. Chaque interruption, chaque tension sur l'approvisionnement, que ce soit à cause d'incidents dans le détroit d'Ormuz ou ailleurs, fait immédiatement flamber les prix. Le moindre accroc se répercute instantanément sur la facture des consommateurs, comme sur la compétitivité des industries. Face à cet enjeu, la seule solution semble être la diversification. L'Algérie, la Norvège et quelques autres partenaires augmentent leurs livraisons par gazoduc. Mais, il faut le dire franchement, leurs capacités ne suffisent pas à compenser la perte du gaz russe, du moins à court terme. Résultat, l'Europe dépend plus que jamais du GNL, notamment américain, qui arrive par bateau sur des routes maritimes, elles aussi vulnérables aux crises géopolitiques. Pire, cette dépendance s'accompagne de coûts logistiques plus élevés et d'une exposition accrue aux aléas du commerce mondial. Tout cela place l'UE devant un cruel dilemme: respecter ses ambitions écologiques ou préserver sa base industrielle et sociale. Car la transition vers les renouvelables, aussi essentielle soit-elle, va prendre beaucoup plus de temps, d'argent et d'infrastructures que ce qui avait été imaginé. Certains pays, confrontés à l'urgence, ont déjà dû relancer des centrales à charbon ou à fioul pour garantir l'approvisionnement en électricité. Une réalité qui contredit les objectifs de décarbonation affichés. La leçon ici est claire. L'Europe ne peut pas simplement échanger une dépendance contre une autre sans repenser en profondeur son modèle énergétique. Miser sur les mauvais choix aujourd'hui, c'est courir le risque de crise répétée demain. Il va falloir arbitrer, investir massivement dans les réseaux, accélérer les renouvelables, mais aussi garantir une sécurité d'approvisionnement à court terme, même si cela implique de temporiser certaines ambitions.
Un équilibre précaire, mais essentiel pour éviter que le continent ne s'enferme dans un nouveau piège. Alors, l'Europe saura-t-elle trouver une voie de sortie durable? Europe, choisir entre réalisme et utopie énergétique? Voilà la question cruciale qui se pose aujourd'hui à nos dirigeants et à chacun d'entre nous. Car derrière les discours officiels sur la transition et la décorrélation vis-à-vis du gaz russe, la réalité est bien plus complexe et plus risquée qu'on ne l'admet souvent. Oui, se tourner vers le GNL, notamment américain, permet de réduire une dépendance, mais c'est pour en créer une autre, tout aussi périlleuse. Les routes maritimes, comme celles qui passent par le détroit d'Ormuz, sont loin d'être stables. La moindre crise au Moyen-Orient, le moindre incident dans la chaîne logistique, et c'est toute la sécurité énergétique de l'Europe qui vacille, avec une flambée immédiate des prix. Nous l'avons vu. Cette année encore, remplir les réserves de gaz jusqu'au niveau cible a demandé des efforts financiers colossaux. Les analystes sont clairs, jamais l'Europe n'a dû acheter autant de gaz en si peu de temps, à des prix aussi élevés. Et rien ne garantit que cette course effrénée pourra se répéter sans dommage. Le danger, c'est de croire qu'il suffit de changer de fournisseur ou de boussole pour retrouver la maîtrise de son destin. Mais la facture, elle, est bien réelle, et ce sont les ménages comme les entreprises qui la paient. La prospérité, la stabilité industrielle, la cohésion sociale de tout un continent sont en jeu. Vouloir concilier ambition climatique et sécurité économique est un exercice d'équilibriste, et la moindre erreur stratégique peut coûter cher, très cher. Alors, vigilance. Plus que jamais, il est temps d'exiger de nos décideurs une vision lucide, honnête et courageuse sur l'avenir énergétique de l'Europe. Prendre des risques, c'est parfois nécessaire. Les ignorer, c'est s'exposer à une crise bien plus profonde.